La curée par Émile Zola, 1872. Chapitre 1. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche du marché au pas. Un moment, l'embarras devint tel qu'il lui fallut même s'arrêter. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre, d'un gris clair, strié à l'horizon de minces nuages. Un dernier rayon, qui tombait des massifs lointains de la cascade, enfilait la chaussée, baignant d'une lumière rousse et pâlie la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d'or, les éclairs vifs que jetaient les roues, semblaient s'être fixés le long des réchampis jaune paille de la calèche, dont les panneaux gros bleus reflétaient des coins du paysage environnant. Et plus haut, en plein dans la clarté rousse qui les éclairait par derrière et qui faisait luire les boutons de cuivre de leur capote à demi pliée, retombant du siège, le cocher et le valet de pied, avec leurs livrées bleu sombre, leurs culottes mastiques et leurs gilets rayés noirs et jaunes, se tenaient raides, graves et patients, comme des laquais de bonne maison qu'un embarras de voitures ne parvient pas à fâcher. Leurs chapeaux, ornés d'une cocarde noire, avaient une grande dignité. Seuls les chevaux, un superbe attelage bai, soufflaient d'impatience. « Tiens, dit Maxime, l'or d'Origny, là-bas, dans ce coupé. Vois donc, René. » René se souleva légèrement, cligna les yeux, avec cette moue exquise que lui faisait faire la faiblesse de sa vue. « Je la croyais en fuite, dit-elle. Elle a changé la couleur de ses cheveux, n'est-ce pas ? » « Oui, reprit Maxime en riant, son nouvel amant déteste le rouge. » René, penché en avant, la main appuyée sur la portière basse de la calèche, regardait, éveillé du rêve triste qui, depuis 1 heure, la tenait silencieuse, allongée au fond de la voiture, comme dans une chaise longue de convalescente. Elle portait, sur une robe de soie mauve, à tablier et à tunique, garnie de larges volants plissés, un petit paletot de drap blanc au revers de velours mauve, qui lui donnait un grand air de crânerie. Ses étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur rappelait celle du beurre fin, étaient à peine cachés par un mince chapeau orné d'une touffe de rose du Bengale. Elle continuait à cligner des yeux, avec sa mine de garçon impertinent, son front pur traversé d'une grande ride, sa bouche, dont la lèvre supérieure avançait, ainsi que celle des enfants boudeurs. Puis, comme elle voyait mal, elle prit son binocle, un binocle d'homme, à garniture d'écaille, et, le tenant à la main, sans se le poser sur le nez, elle examina la grosse laure d'Origny tout à son aise, d'un air parfaitement calme. Les voitures n'avançaient toujours pas. Au milieu des taches unies, de teinte sombre, que faisait la longue file des coupés, fort nombreux au bois par cet après-midi d'automne, brillait le coin d'une glace, le mors d'un cheval, la poignée argentée d'une lanterne, les galons d'un laquais haut placé sur son siège. Ça et là, dans un landau découvert, éclatait un bout d'étoffe, un bout de toilette de femme, soie ou velours. Il était peu à peu tombé un grand silence sur tout ce tapage éteint, devenu immobile. On entendait, du fond des voitures, les conversations des piétons. Il y avait des échanges de regards muets, de portière à portière. Et personne ne causait plus, dans cette attente que coupaient seuls les craquements des harnais et le coup de sabot impatient d'un cheval. Au loin, les voix confuses du bois se mouraient. Malgré la saison avancée, tout Paris était là. La duchesse de Sternich, en 8 ressorts. Madame de Lowerance, en Victoria très correctement attelée. La baronne de Meinhold, dans un ravissant cab bai brun. La comtesse Vanska avec ses poneys pis. Madame d'Ast et ses fameuses tappers noirs. Madame de Guinde et Madame Tessière en coupé. La petite Sylvia dans un landau gros bleu. Et encore Don Carlos, en deuil, avec sa livrée antique et solennelle. Sélim Pacha avec son fez et sans son gouverneur. La duchesse de Rosan, en coupé égoïste,
avec sa livrée poudrée à blanc, Monsieur le comte de Chibray en dog-cart, Monsieur Simpson en mail de la plus belle tenue, toute la colonie américaine. Enfin, 2 académiciens en fiacre. Les premières voitures se dégagèrent et, de proche en proche, toute la file se mit bientôt à rouler doucement. Ce fut comme un réveil. 1000 clartés dansantes s'allumèrent, des éclairs rapides se croisèrent dans les roues, des étincelles jaillirent des harnais secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi emportées dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages. Et le défilé alla, dans les mêmes bruits, dans les mêmes lueurs, sans cesse et d'un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres après elles. René avait cédé à la secousse légère de la calèche, se remettant en marche, et, laissant tomber son binocle, s'était de nouveau renversé à demi sur les coussins. Elle attira frileusement à elle un coin de la peau d'ours qui emplissait l'intérieur de la voiture d'une nappe de neige soyeuse. Ses mains gantées se perdirent dans la douceur des longs poils frisés. Une brise se levait. Le tiède après-midi d'octobre qui, en donnant au bois un regain de printemps, avait fait sortir les grandes mondaines en voiture découverte, menaçait de se terminer par une soirée d'une fraîcheur aiguë. Un moment, la jeune femme resta pelotonnée, retrouvant la chaleur de son coin, s'abandonnant au bercement voluptueux de toutes ces roues qui tournaient devant elle. Puis, levant la tête vers Maxime, dont les regards déshabillaient tranquillement les femmes étalées dans les coupés et dans les landaux voisins. « Vrai ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu la trouves jolie, cette Laure d'Aurigny ? Vous en faisiez un éloge l'autre jour lorsqu'on a annoncé la vente de ces diamants. À propos, tu n'as pas vu la rivière et l'aigrette que ton père m'a achetées à cette vente ? » « Certes, il fait bien les choses, » dit Maxime sans répondre, avec un rire méchant. « Il trouve moyen de payer les dettes de l'or et de donner des diamants à sa femme. » La jeune femme eut un léger mouvement d'épaule. « Vaurien, » murmura-t-elle en souriant. Mais le jeune homme s'était penché, suivant des yeux une dame dont la robe verte l'intéressait. René avait reposé sa tête, les yeux demi-clos, regardant paresseusement des 2 côtés de l'allée, sans voir. À droite, filaient doucement des taillis, des futaies basses, aux feuilles roussies, aux branches grêles. Par instants, sur la voie réservée aux cavaliers, passaient des messieurs à la taille mince, dont les montures, dans leur galop, soulevaient de petites fumées de sable fin. À gauche, au bas des étroites pelouses qui descendent, coupées de corbeilles et de massifs, le lac dormait, d'une propreté de cristal, sans une écume, comme taillé nettement sur ses bords par la bêche des jardiniers. Et, de l'autre côté de ce miroir clair, les 2 îles, entre lesquelles le pont qui les joint faisait une barre grise, dressaient leurs falaises aimables, alignaient sur le ciel pâle les lignes théâtrales de leurs sapins, de leurs arbres au feuillage persistant dont l'eau reflétait les verdures noires, pareilles à des franges de rideaux savamment drapées au bord de l'horizon. Ce coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre légère, dans une vapeur bleuâtre qui achevait de donner au lointain un charme exquis, un air d'adorable fausseté. Sur l'autre rive, le chalet des îles, comme verni de la veille, avait des luisants de joujoux neufs, et ces rubans de sable jaune, ces étroites allées de jardin qui serpentent dans les pelouses et tournent autour du lac, bordées de branches de fonte imitant des bois rustiques, tranchaient plus étrangement, à cette heure dernière, sur le vert attendri de l'eau et du gazon. Accoutumée aux grâces savantes de ces points de vue, Renée, reprise par ses lassitudes, avait baissé complètement les paupières, ne regardant plus que ses doigts minces qui enroulaient sur leurs fuseaux les longs poils de la peau d'ours.
Mais il y eut une secousse dans le trot régulier de la file des voitures. Et, levant la tête, elle salua deux jeunes femmes couchées côte à côte avec une langueur amoureuse dans un huit ressorts qui quittait à grand fracas le bord du lac pour s'éloigner par une allée latérale. Madame la marquise d'Espanay, dont le mari, alors aide de camp de l'empereur, venait de se rallier bruyamment au scandale de la vieille noblesse boudeuse, était une des plus illustres mondaines du Second Empire. L'autre, Madame Hafner, avait épousé un fameux industriel de Colmar, 20 fois millionnaire et dont l'empire faisait un homme politique. René, qui avait connu en pension les deux inséparables, comme on les nommait d'un air fin, les appelait Adeline et Suzanne, de leurs petits noms. Et comme, après leur avoir souri, elle allait se pelotonner de nouveau, un rire de Maxime la fit se tourner. « Non, vraiment, je suis triste, hein. Ne ris pas. C'est sérieux, dit-elle en voyant le jeune homme qui la contemplait railleusement, en se moquant de son attitude penchée. Maxime prit une voix drôle. « Nous aurions de gros chagrins? Nous serions jalouses ?» Elle parut toute surprise. « Moi ?» dit-elle. « Pourquoi jalouse ?» Puis elle ajouta, avec sa moue de dédain, comme se souvenant. « Ah oui, la grosse Laure. Je n'y pense guère, va. Si Aristide, comme vous voulez tous me le faire entendre, a payé les dettes de cette fille et lui a évité ainsi un voyage à l'étranger, c'est qu'il aime l'argent moins que je ne le croyais. Cela va le remettre en faveur auprès des dames. Le cher homme, je le laisse bien libre. » Elle souriait, elle disait « le cher homme » d'un ton plein d'une indifférence amicale. Et subitement, redevenue très triste, promenant autour d'elle ce regard désespéré des femmes qui ne savent à quel amusement se donner, elle murmura « Oh, je voudrais bien... Mais non, je ne suis pas jalouse. Pas jalouse du tout. » Elle s'arrêta, hésitante. « Vois-tu, je m'ennuie, » dit-elle enfin d'une voix brusque. Alors elle se tut, les lèvres pincées. La file des voitures passait toujours le long du lac, d'un trot égal, avec un bruit particulier de cataracte lointaine. Maintenant, à gauche, entre l'eau et la chaussée, se dressaient des petits bois d'arbres verts, aux troncs minces et droits, qui formaient de curieux faisceaux de colonnettes. À droite, les taillis, les futaies basses avaient cessé. Le bois s'était ouvert en large pelouse, en immense tapis d'herbe plantés çà et là d'un bouquet de grands arbres. Les nappes vertes se suivaient avec des ondulations légères jusqu'à la porte de la Muette, dont on apercevait très loin la grille basse, pareille à un bout de dentelle noire tendu au ras du sol. Et, sur les pentes, aux endroits où les ondulations se creusaient, l'herbe était toute bleue. René regardait, les yeux fixes, comme si cet agrandissement de l'horizon, ces prairies molles, trempées par l'air du soir, lui eussent fait sentir plus vivement le vide de son être. Au bout d'un silence, elle répéta, avec l'accent d'une colère sourde. « Oh, je m'ennuie à mourir. » « Sais-tu que tu n'es pas gai ?» dit tranquillement Maxime. « Tu as tes nerfs, c'est sûr. » La jeune femme se rejeta au fond de la voiture. « Oui, j'ai mes nerfs, » répondit-elle sèchement. Puis elle se fit maternelle. « Je deviens vieille, mon cher enfant. J'aurai 30 ans bientôt. C'est terrible. Je ne prends de plaisir à rien. À 20 ans, tu ne peux savoir. »« Est-ce que c'est pour te confesser que tu m'as emmenée ?» interrompit le jeune homme. « Ce serait diablement long. » Elle accueillit cette impertinence avec un faible sourire, comme une boutade d'enfant gâté à qui tout est permis. « Je te conseille de te plaindre, » continua Maxime. « Tu dépenses plus de 100 000 francs par an pour ta toilette, tu habites un hôtel splendide, tu as des chevaux superbes, tes caprices font loi, et les journaux parlent de chacune de tes robes nouvelles comme d'un événement de la dernière gravité. Les femmes te jalousent, les hommes donneraient 10 ans de leur vie pour te baiser le bout des doigts. Est-ce vrai ?» Elle fit, de la tête, un signe affirmatif, sans répondre. Les yeux baissés, elle s'était remise à friser les poils de la peau d'ours. « Va, ne sois pas modeste, » poursuivit Maxime. « Avoue carrément que tu es une des colonnes du Second Empire. Entre nous, on peut se dire de ces choses-là.
Partout aux Tuileries, chez les ministres, chez les simples millionnaires, en bas et en haut, tu règnes en souveraine. Il n'y a pas de plaisir où tu n'aies mis les 2 pieds. Et si j'osais, si le respect que je te dois ne me retenait pas, je dirais... » Il s'arrêta quelques secondes, riant, puis il acheva cavalièrement sa phrase. « Je dirais que tu as mordu à toutes les pommes. » Elle ne sourcilla pas. « Et tu t'ennuies, » reprit le jeune homme avec une vivacité comique. « Mais c'est un meurtre. Que veux-tu? Que rêves-tu donc ?» Elle haussa les épaules pour dire qu'elle ne savait pas. Bien qu'elle penchât la tête, Maxime la vit alors si sérieuse, si sombre, qu'il se tut. Il regarda la file des voitures qui, en arrivant au bout du lac, s'élargissait, emplissait le large carrefour. Les voitures, moins serrées, tournaient avec une grâce superbe. Le trot plus rapide des attelages sonnait hautement sur la terre dure. La calèche, en faisant le grand tour pour prendre la file, eut une oscillation qui pénétra Maxime d'une volupté vague. Alors, cédant à l'envie d'accabler René, « Tiens, dit-il, tu mériterais d'aller en fiacre. Ce serait bien fait. Et regarde ce monde qui rentre à Paris, ce monde qui est à tes genoux. On te salue comme une reine, et peu s'en faut que ton bon ami, monsieur de Mussy, ne t'envoie des baisers. » En effet, un cavalier saluait René. Maxime avait parlé d'un ton hypocritement moqueur. Mais René se tourna à peine, haussa les épaules. Cette fois, le jeune homme eut un geste désespéré. « Vrai, dit-il, nous en sommes là. Mais bon Dieu, tu as tout, que veux-tu encore ?» René leva la tête. Elle avait dans les yeux une clarté chaude, un ardent besoin de curiosité inassouvi. « Je veux autre chose, » répondit-elle à demi-voix. « Mais puisque tu as tout, » reprit Maxime en riant, « autre chose, ce n'est rien. Quoi, autre chose ?»« Quoi ?» répéta-t-elle. Et elle ne continua pas. Elle s'était tout à fait tournée, elle contemplait l'étrange tableau qui s'effaçait derrière elle. La nuit était presque venue, un lent crépuscule tombait comme une cendre fine. Le lac, vu de face, dans le jour pâle qui traînait encore sur l'eau, s'arrondissait, pareil à une immense plaque d'étain. Aux 2 bords, les bois d'arbres verts, dont les troncs minces et droits semblent sortir de la nappe dormante, prenaient, à cette heure, des apparences de colonnades violâtres, dessinant de leur architecture régulière les courbes étudiées des rives. Puis, au fond, des massifs montaient, de grands feuillages confus, de larges taches noires fermaient l'horizon. Il y avait là, derrière ces taches, une lueur de braise, un coucher de soleil à demi éteint qui n'enflammait qu'un bout de l'immensité grise. Au-dessus de ce lac immobile, de ces futaies basses, de ce point de vue si singulièrement plat, le creux du ciel s'ouvrait, infini, plus profond et plus large. Ce grand morceau de ciel sur ce petit coin de nature avait un frisson, une tristesse vague. Et il tombait de ces hauteurs pâlissantes une telle mélancolie d'automne, une nuit si douce et si navrée, que le bois, peu à peu enveloppé dans un linceul d'ombre, perdait ses grâces mondaines, agrandi, tout plein du charme puissant des forêts. Le trot des équipages, dont les ténèbres éteignaient les couleurs vives, s'élevait, semblable à des voix lointaines de feuilles et d'eau courante. Tout allait en se mourant. Dans l'effacement universel, au milieu du lac, la voile latine de la grande barque de promenade se détachait, nette et vigoureuse, sur la lueur de braise du couchant. Et l'on ne voyait plus que cette voile, que ce triangle de toile jaune élargi démesurément. René, dans ses satiétés, éprouva une singulière sensation de désir inavouable à voir ce paysage qu'elle ne reconnaissait plus, cette nature si artistement mondaine et dont la grande nuit frissonnante faisait un bois sacré, une de ces clairières idéales au fond desquelles les anciens dieux cachaient leurs amours géantes, leurs adultères et leurs incestes divins. Et, à mesure que la calèche s'éloignait, il lui semblait que le crépuscule emportait derrière elle, dans ses voiles tremblants, la terre du rêve,
l'alcôve honteuse et surhumaine où elle eut enfin assouvi son cœur malade, sa chair lassée. Quand le lac et les petits bois, évanouis dans l'ombre, ne furent plus au ras du ciel qu'une barre noire, la jeune femme se retourna brusquement et, d'une voix où il y avait des larmes de dépit, elle reprit sa phrase interrompue. « Quoi ? Autre chose, parbleu. Je veux autre chose. Est-ce que je sais, moi, si je savais ? Mais, vois-tu, j'ai assez de bals, assez de soupers, assez de fêtes comme cela. C'est toujours la même chose. C'est mortel. Les hommes sont assommants. Oh oui, assommants. » Maxime se mit à rire. Des ardeurs perçaient sous les mines aristocratiques de la grande mondaine. Elle ne clignait plus les paupières. La ride de son front se creusait durement. Sa lèvre d'enfant boudeur s'avançait, chaude, en quête de ces jouissances qu'elle souhaitait sans pouvoir les nommer. Elle vit le rire de son compagnon, mais elle était trop frémissante pour s'arrêter. À demi couchée, se laissant aller au bercement de la voiture, elle continua par petites phrases sèches. « Certes, oui, vous êtes assommant. Je ne dis pas cela pour toi, Maxime, tu es trop jeune. Mais si je te contais combien Aristide m'a pesé dans les commencements, et les autres donc, ceux qui m'ont aimé. Tu sais, nous sommes deux bons camarades, je ne me gêne pas avec toi. Eh bien, vrai, il y a des jours où je suis tellement lasse de vivre ma vie de femme riche, adorée, saluée, que je voudrais être une Laure d'Origny, une de ces dames qui vivent en garçon. » Et comme Maxime riait plus haut, elle insista. « Oui, une Laure d'Origny. Ça doit être moins fade, moins toujours la même chose. » Elle se tut quelques instants, comme pour s'imaginer la vie qu'elle mènerait si elle était Laure. Puis, d'un ton découragé, « Après tout, reprit-elle, ces dames doivent avoir leurs ennuis, elles aussi. Rien n'est drôle, décidément. C'est à mourir. Je le disais bien, il faudrait autre chose. » Tu comprends, moi, je ne devine pas. Mais autre chose, quelque chose qui n'arriva à personne, qu'on ne rencontra pas tous les jours, qui fut une jouissance rare, inconnue. Sa voix s'était ralentie. Elle prononça ces derniers mots, cherchant, s'abandonnant à une rêverie profonde. La calèche montait alors l'avenue qui conduit à la sortie du bois. L'ombre croissait, les taillis couraient aux deux bords, comme des murs grisâtres. Les chaises de fonte, peintes en jaune, où s'étale par les beaux soirs la bourgeoisie endimanchée, filaient le long des trottoirs, toutes vides, ayant la mélancolie noire de ces meubles de jardin que l'hiver surprend. Et le roulement, le bruit sourd et cadencé des voitures qui rentraient, passait comme une plainte triste dans l'allée déserte. Sans doute Maxime sentit tout le mauvais ton qu'il y avait à trouver la vie drôle. S'il était encore assez jeune pour se livrer à un élan d'heureuse admiration, il avait un égoïsme trop large, une indifférence trop railleuse. Il éprouvait déjà trop de lassitude réelle pour ne pas se déclarer écœuré, blasé, fini. D'ordinaire, il mettait quelque gloire à cet aveu. Il s'allongea comme René, il prit une voix dolente. « Tiens, tu as raison, dit-il. C'est crevant. Va, je ne m'amuse guère plus que toi. J'ai souvent aussi rêvé autre chose. Rien n'est bête comme de voyager. Gagner de l'argent, j'aime encore mieux en manger, quoique ce ne soit pas toujours aussi amusant qu'on se l'imagine d'abord. Aimer, être aimé, on en a vite plein le dos, n'est-ce pas ? Ah oui, on en a plein le dos. » La jeune femme ne répondant pas, il continua pour la surprendre par une grosse impiété. « Moi, je voudrais être aimé par une religieuse. Hein ? Ce serait peut-être trop drôle. Tu n'as jamais fait le rêve, toi, d'aimer un homme auquel tu ne pourrais penser sans commettre un crime ?» Mais elle resta sombre, et Maxime, voyant qu'elle se taisait toujours, crut qu'elle ne l'écoutait pas. La nuque appuyée contre le bord capitonné de la calèche, elle semblait dormir les yeux ouverts. Elle songeait, inerte.
livrée au rêve qui la tenait ainsi affaissée, et, par moments, de légers battements nerveux agitaient ses lèvres. Elle était mollement envahie par l'ombre du crépuscule. Tout ce que cette ombre contenait d'indécise tristesse, de discrète volupté, d'espoir inavoué, la pénétrait, la baignait dans une sorte d'air alangui et morbide. Sans doute, tandis qu'elle regardait fixement le dos rond du valet-de-pied assis sur le siège, elle pensait à ses joies de la veille, à ses fêtes qu'elle trouvait si fades, dont elle ne voulait plus. Elle voyait sa vie passer, le contentement immédiat de ses appétits, l'écœurement du luxe, la monotonie écrasante des mêmes tendresses et des mêmes trahisons. Puis, comme une espérance, se levait en elle, avec des frissons de désir, l'idée de cette autre chose que son esprit tendu ne pouvait trouver. Là, sa rêverie s'égarait. Elle faisait un effort, mais toujours le mot cherché se dérobait dans la nuit tombante, se perdait dans le roulement continu des voitures. Le bercement souple de la calèche était une hésitation de plus qui l'empêchait de formuler son envie. Et une tentation immense montait de ce vague, de ces taillis que l'ombre endormait aux deux bords de l'allée, de ce bruit de roues et de cette oscillation molle qui l'emplissait d'une torpeur délicieuse. 1000 petits souffles lui passaient sur la chair, songeries inachevées, voluptés innommées, souhaits confus, tout ce qu'un retour du bois, à l'heure où le ciel pâlit, peut mettre d'exquis et de monstrueux dans le cœur lassé d'une femme. Elle tenait ses deux mains enfouies dans la peau d'ours, elle avait très chaud sous son paletot de drap blanc au revers de velours mauve. Comme elle allongeait un pied pour se détendre dans son bien-être, elle frôla de sa cheville la jambe tiède de Maxime, qui ne prit même pas garde à cet attouchement. Une secousse l'attira de son demi-sommeil. Elle leva la tête, regardant étrangement de ses yeux gris le jeune homme vautré en toute élégance. À ce moment, la calèche sortit du bois. L'avenue de l'Impératrice s'allongeait toute droite dans le crépuscule, avec les 2 lignes vertes de ses barrières de bois peint qui allaient se toucher à l'horizon. Dans la contre-allée réservée aux cavaliers, un cheval blanc, au loin, faisait une tache claire trouant l'ombre grise. Il y avait, de l'autre côté, le long de la chaussée, çà et là, des promeneurs attardés, des groupes de points noirs, se dirigeant doucement vers Paris. Et tout en haut, au bout de la traînée grouillante et confuse des voitures, l'arc de triomphe, posé de biais, blanchissait sur un vaste pan de ciel couleur de suie. Tandis que la calèche remontait d'un trot plus vif, Maxime, charmé de l'allure anglaise du paysage, regardait, aux 2 côtés de l'avenue, les hôtels d'architecture capricieuse dont les pelouses descendent jusqu'aux contre-allées. René, dans sa songerie, s'amusait à voir, au bord de l'horizon, s'allumer un à un les becs de gaz de la place de l'Étoile, et, à mesure que ces lueurs vives tachaient le jour mourant de petites flammes jaunes, elle croyait entendre des appels secrets. Il lui semblait que le Paris flamboyant des nuits d'hiver s'illuminait pour elle, lui préparait la jouissance inconnue que rêvait son assouvissement. La calèche prit l'avenue de la Reine Hortense et vint s'arrêter au bout de la rue Monceau, à quelques pas du boulevard Malesherbes, devant un grand hôtel situé entre cour et jardin. Les 2 grilles chargées d'ornements dorés, qui s'ouvraient sur la cour, étaient chacune flanquées d'une paire de lanternes, en forme d'urnes également couvertes de dorures et dans lesquelles flambaient de larges flammes de gaz. Entre les 2 grilles, le concierge habitait un élégant pavillon qui rappelait vaguement un petit temple grec. Comme la voiture allait entrer dans la cour, Maxime sauta lestement à terre. « Tu sais, » lui dit René, en le retenant par la main, « nous nous mettons à table à 7h30. Tu as plus d'1 heure pour aller t'habiller. Ne te fais pas attendre. » Et elle ajouta avec un sourire. « Nous aurons les Mareuil. Ton père désire que tu sois très galant avec Louise. » Maxime haussa les épaules. « En voilà une corvée, » murmura-t-il d'une voix maussade. « Je veux bien épouser, mais faire sa cour, c'est trop bête. Ah, que tu serais gentil, René, si tu me délivrais de Louise ce soir. » Il prit son air drôle, la grimace et l'accent qu'il empruntait à la souche,
chaque fois qu'il allait débiter une de ses plaisanteries habituelles. « Veux-tu, belle maman chérie ?» René lui secoua la main comme à un camarade, et d'un ton rapide, avec une audace nerveuse de raillerie, « Eh, si je n'avais pas épousé ton père, je crois que tu me ferais la cour. » Le jeune homme dut trouver cette idée très comique, car il avait déjà tourné le coin du boulevard Malesherbes, qu'il riait encore. La calèche entra et vint s'arrêter devant le perron. Ce perron, aux marches larges et basses, était abrité par une vaste marquise vitrée bordée d'un lambrequin à franges et à glands d'or. Les 2 étages de l'hôtel s'élevaient sur des offices, dont on apercevait, presque au ras du sol, les soupiraux carrés garnis de vitres dépolies. En haut du perron, la porte du vestibule avançait, flanquée de maigres colonnes prises dans le mur, formant ainsi une sorte d'avant-corps percé à chaque étage d'une baie arrondie et montant jusqu'au toit où il se terminait par un delta. De chaque côté, les étages avaient 5 fenêtres, régulièrement alignées sur la façade, entourées d'un simple cadre de pierre. Le toit, mansardé, était taillé carrément, à larges pans presque droits. Mais, du côté du jardin, la façade était autrement somptueuse. Un perron royal conduisait à une étroite terrasse qui régnait tout le long du rez-de-chaussée. La rampe de cette terrasse, dans le style des grilles du parc Monceau, était encore plus chargée d'or que la marquise et les lanternes de la cour. Puis l'hôtel se dressait, ayant aux angles 2 pavillons, 2 sortes de tours engagées à demi dans le corps du bâtiment et qui ménageaient à l'intérieur des pièces rondes. Au milieu, une autre tourelle, plus enfoncée, se renflait légèrement. Les fenêtres, hautes et minces pour les pavillons, espacées davantage et presque carrées sur les parties plates de la façade, avaient, au rez-de-chaussée, des balustrades de pierre et des rampes de fer forgé et doré aux étages supérieurs. C'était un étalage, une profusion, un écrasement de richesses. L'hôtel disparaissait sous les sculptures. Autour des fenêtres, le long des corniches, couraient des enroulements de rameaux et de fleurs. Il y avait des balcons pareils à des corbeilles de verdure que soutenaient de grandes femmes nues, les hanches tordues, les pointes des seins en avant. Puis, çà et là, étaient collés des écussons de fantaisie, des grappes, des roses, toutes les efflorescences possibles de la pierre et du marbre. À mesure que l'œil montait, l'hôtel fleurissait davantage. Autour du toit régnait une balustrade sur laquelle étaient posées, de distance en distance, des urnes où des flammes de pierre flambaient. Et là, entre les œils de bœuf des mansardes, qui s'ouvraient dans un fouillis incroyable de fruits et de feuillages, s'épanouissaient les pièces capitales de cette décoration étonnante, les frontons des pavillons, au milieu desquels reparaissaient les grandes femmes nues, jouant avec des pommes, prenant des pauses parmi des poignées de joncs. Le toit, chargé de ces ornements, surmonté encore de galeries de plomb découpées, de 2 paratonnerres et de 4 énormes cheminées symétriques, sculptées comme le reste, semblait être le bouquet de ce feu d'artifice architectural. À droite se trouvait une vaste serre, scellée au flanc même de l'hôtel, communiquant avec le rez-de-chaussée par la porte-fenêtre d'un salon. Le jardin, qu'une grille basse masquée par une haie séparait du parc Monceau, avait une pente assez forte. Trop petit pour l'habitation, si étroit qu'une pelouse et quelques massifs d'arbres verts l'emplissaient, il était simplement comme une butte, comme un socle de verdure, sur lequel se campait fièrement l'hôtel en toilette de gala. À la voir du parc, au-dessus de ce gazon propre, de ces arbustes dont les feuillages vernis luisaient, cette grande bâtisse, neuve encore et toute blafarde, avait la face blême, l'importance riche et sotte d'une parvenue, avec son lourd chapeau d'ardoise, ses rampes dorées, son ruissellement de sculptures. C'était une réduction du Nouveau Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles. Les soirs d'été, lorsque le soleil oblique allumait l'or des rampes sur la façade blanche, les promeneurs du parc s'arrêtaient, regardaient les rideaux de soie rouge drapés aux fenêtres du rez-de-chaussée,
et, au travers des glaces si larges et si claires qu'elles semblaient, comme les glaces des grands magasins modernes, mises là pour étaler au dehors le faste intérieur, ces familles de petits bourgeois apercevaient des coins de meubles, des bouts d'étoffes, des morceaux de plafond d'une richesse éclatante, dont la vue les clouait d'admiration et d'envie au beau milieu des allées. Mais, à cette heure, l'ombre tombait des arbres, la façade dormait. De l'autre côté, dans la cour, le valet de pied avait respectueusement aidé René à descendre de voiture. Les écuries, à bandes de briques rouges, ouvraient à droite leurs larges portes de chêne bruni au fond d'un hangar vitré. À gauche, comme pour faire pendant, il y avait, collée au mur de la maison voisine, une niche très ornée dans laquelle une nappe d'eau coulait perpétuellement d'une coquille que deux amours tenaient à bras tendus. La jeune femme resta un instant au bas du perron, donnant de légères tapes à sa jupe qui ne voulait point descendre. La cour, que venaient de traverser les bruits de l'attelage, reprit sa solitude, son silence aristocratique, coupé par l'éternelle chanson de la nappe d'eau. Et seul encore, dans la masse noire de l'hôtel, où le premier des grands dîners de l'automne allait bientôt allumer les lustres, les fenêtres basses flambaient, toutes brasillantes, jetant sur le petit pavé de la cour, régulier et net comme un damier, des lueurs vives d'incendie. Comme René poussait la porte du vestibule, elle se trouva en face du valet de chambre de son mari, qui descendait aux offices, tenant une bouilloire d'argent. Cet homme était superbe, tout de noir habillé, grand, fort, la face blanche, avec les favoris corrects d'un diplomate anglais, l'air grave et digne d'un magistrat. « Baptiste, demanda la jeune femme, monsieur est-il rentré ? » « Oui, madame, il s'habille, répondit le valet avec une inclination de tête que lui aurait enviée un prince saluant la foule. René monta lentement l'escalier en retirant ses gants. Le vestibule était d'un grand luxe. En entrant, on éprouvait une légère sensation d'étouffement. Les tapis épais qui couvraient le sol et qui montaient les marches, les larges tentures de velours rouge qui masquaient les murs et les portes, alourdissaient l'air d'un silence, d'une senteur tiède de chapelle. Les draperies tombaient de haut, et le plafond, très élevé, était orné de rosaces saillantes posées sur un treillis de baguettes d'or. L'escalier, dont la double balustrade de marbre blanc avait une rampe de velours rouge, s'ouvrait en deux branches, légèrement tordues, et entre lesquelles se trouvait, au fond, la porte du grand salon. Sur le premier palier, une immense glace tenait tout le mur. En bas, au pied des branches de l'escalier, sur des socles de marbre, deux femmes de bronze doré, nues jusqu'à la ceinture, portaient de grands lampadaires à 5 becs, dont les clartés vives étaient adoucies par des globes de verre dépoli. Et, des deux côtés, s'alignaient d'admirables pots de majolique, dans lesquels fleurissaient des plantes rares. René montait, et, à chaque marche, elle grandissait dans la glace. Elle se demandait, avec ce doute des actrices les plus applaudies, si elle était vraiment délicieuse, comme on le lui disait. Puis, quand elle fut dans son appartement, qui était au premier étage et dont les fenêtres donnaient sur le parc Monceau, elle sonna Céleste, sa femme de chambre, et se fit habiller pour le dîner. Cela dura 5 bons quarts d'heure. Lorsque la dernière épingle eut été posée, comme il faisait très chaud dans la pièce, elle ouvrit une fenêtre, s'accouda, s'oublia. Derrière elle, Céleste tournait discrètement, rangeant un à un les objets de toilette. En bas, dans le parc, une mer d'ombre roulait. Les masses couleur d'encre des hauts feuillages secoués par de brusques rafales avaient un large balancement de flux et de reflux, avec ce bruit de feuilles sèches qui rappelle l'égouttement des vagues sur une plage de cailloux. Seuls, rayant par instants ce remous de ténèbres, les 2 yeux jaunes d'une voiture paraissaient et disparaissaient entre les massifs, le long de la grande allée qui va de l'avenue de la Reine-Hortense au boulevard Malesherbes. René, en face de ces mélancolies de l'automne, sentit toutes ces tristesses lui remonter au cœur. Elle se revit enfant dans la maison de son père, dans cet hôtel silencieux de l'île Saint-Louis
où depuis 2 siècles les barreaux du Châtel mettaient leur gravité noire de magistrats. Puis elle songea au coup de baguette de son mariage, à ce veuf qui s'était vendu pour l'épouser et qui avait troqué son nom de Rougon contre ce nom de Saccard, dont les 2 syllabes sèches avaient sonné à ses oreilles, les premières fois, avec la brutalité de 2 râteaux ramassant de l'or. Il la prenait, il la jetait dans cette vie à outrance, où sa pauvre tête se détraquait un peu plus tous les jours. Alors, elle se mit à rêver, avec une joie puérile, aux belles parties de raquettes qu'elle avait faites jadis avec sa jeune sœur Christine. Et, quelques matins, elle s'éveillerait du rêve de jouissance qu'elle faisait depuis 10 ans, folle, salie par une des spéculations de son mari, dans laquelle il se noierait lui-même. Ce fut comme un pressentiment rapide. Les arbres se lamentaient à voix plus haute. René, troublée par ses pensées de honte et de châtiment, céda aux instincts de vieille et honnête bourgeoisie qui dormait au fond d'elle. Elle promit à la nuit noire de s'amender, de ne plus tant dépenser pour sa toilette, de chercher quelque jeu innocent qui pût la distraire, comme aux jours heureux du pensionnat, lorsque les élèves chantaient « Nous n'irons plus au bois » en tournant doucement sous les platanes. À ce moment, Céleste, qui était descendue, rentra et murmura à l'oreille de sa maîtresse. « Monsieur prie madame de descendre. Il y a déjà plusieurs personnes au salon. » Renée tressaillit. Elle n'avait pas senti l'air vif qui glaçait ses épaules. En passant devant son miroir, elle s'arrêta, se regarda d'un mouvement machinal. Elle eut un sourire involontaire et descendit. En effet, presque tous les convives étaient arrivés. Il y avait en bas sa sœur, Christine, une jeune fille de 20 ans, très simplement mise en mousseline blanche. Sa tante Élisabeth, la veuve du notaire Auberteau, en satin noir, petite vieille de 60 ans, d'une amabilité exquise. La sœur de son mari, Sidonie Rougon, femme maigre, doucereuse, sans âge certain, au visage de cire molle, et que sa robe de couleur éteinte effaçait encore davantage. Puis les Mareuil, le père, monsieur de Mareuil, qui venait de quitter le deuil de sa femme, un grand bel homme, vide, sérieux, ayant une ressemblance frappante avec le valet de chambre Baptiste. Et la fille, cette pauvre Louise, comme on la nommait, une enfant de 17 ans, chétive, légèrement bossue, qui portait avec une grâce maladive une robe de foulard blanc à pois rouges. Puis tout un groupe d'hommes graves, gens très décorés, messieurs officiels à tête blême et muette, et plus loin, un autre groupe, des jeunes hommes, l'air vicieux, le gilet largement ouvert, entourant 5 ou 6 dames de haute élégance, parmi lesquelles trônaient les inséparables, la petite marquise d'Espanay, en jaune, et la blonde madame Hafner, en violet. Monsieur de Mussy, ce cavalier au salut duquel René n'avait pas répondu, était là également, avec la mine inquiète d'un amant qui sent venir son congé. Et, au milieu des longues traînes étalées sur le tapis, 2 entrepreneurs, 2 maçons enrichis, les Mignons et Charrier, avec lesquels Saccard devait terminer une affaire le lendemain, promenaient lourdement leurs fortes bottes, les mains derrière le dos, crevant dans leur habit noir. Aristide Saccard, debout auprès de la porte, tout en pérorant devant le groupe des hommes graves, avec son nasillement et sa verve de méridional, trouvait le moyen de saluer les personnes qui arrivaient. Il leur serrait la main, leur adressait des paroles aimables. Petit, la mine chafouine, il se pliait comme une marionnette, et, de toute sa personne grêle, rusée, noirâtre, ce qu'on voyait le mieux, c'était la tache rouge du ruban de la Légion d'honneur qu'il portait très large. Quand René entra, il y eut un murmure d'admiration. Elle était vraiment divine. Sur une première jupe de tulle, garnie, derrière, d'un flot de volants, elle portait une tunique de satin vert tendre, bordée d'une haute dentelle d'Angleterre, relevée et attachée par de grosses touffes de violettes. Un seul volant garnissait le devant de la jupe, où des bouquets de violettes, reliés par des guirlandes de lierre, fixaient une légère draperie de mousseline.
Les grâces de la tête et du corsage étaient adorables, au-dessus de ces jupes d'une ampleur royale et d'une richesse un peu chargée. Décolletée jusqu'à la pointe des seins, les bras découverts avec des touffes de violettes sur les épaules, la jeune femme semblait sortir toute nue de sa gaine de tulle et de satin, pareille à une de ces nymphes dont le buste se dégage des chaînes sacrées. Et sa gorge blanche, son corps souple, était déjà si heureux de sa demi-liberté que le regard s'attendait toujours à voir peu à peu le corsage et les jupes glisser, comme le vêtement d'une baigneuse, folle de sa chair. Sa coiffure haute, ses fins cheveux jaunes retroussés en forme de casque, et dans lesquels courait une branche de lierre, retenue par un nœud de violette, augmentait encore sa nudité en découvrant sa nuque, que des poils follets, semblables à des fils d'or, ombraient légèrement. Elle avait, au cou, une rivière à pendeloques, d'une eau admirable, et, sur le front, une aigrette faite de brins d'argent constellée de diamants. Et elle resta ainsi quelques secondes sur le seuil, debout dans sa toilette magnifique, les épaules moirées par les clartés chaudes. Comme elle avait descendu vite, elle soufflait un peu. Ses yeux, que le noir du parc Monceau avait emplis d'ombre, clignaient devant ce flot brusque de lumière, lui donnaient cet air hésitant des myopes, qui était chez elle une grâce. En l'apercevant, la petite marquise se leva vivement, courut à elle, lui prit les 2 mains, et, tout en l'examinant des pieds à la tête, elle murmurait d'une voix flûtée. « Ah, chère belle, chère belle !» Cependant, il y eut un grand mouvement. Tous les convives vinrent saluer la belle Madame Saccard, comme on nommait Renée dans le monde. Elle toucha la main presque à tous les hommes, puis elle embrassa Christine en lui demandant des nouvelles de son père, qui ne venait jamais à l'hôtel du parc Monceau. Et elle restait debout, souriante, saluant encore de la tête, les bras mollement arrondis, devant le cercle des dames qui regardaient curieusement la rivière et l'aigrette. La blonde Madame Hafner ne put résister à la tentation. Elle s'approcha, regarda longuement les bijoux et dit d'une voix jalouse. « C'est la rivière et l'aigrette, n'est-ce pas ?» Renée fit un signe affirmatif. Alors, toutes les femmes se répandirent en éloges. Les bijoux étaient ravissants, divins. Puis, elles en vinrent à parler, avec une admiration pleine d'envie, de la vente de l'or d'Aurigny, dans laquelle Saccard les avait achetés pour sa femme. Elles se plaignirent de ce que ces filles enlevaient les plus belles choses. Bientôt il n'y aurait plus de diamants pour les honnêtes femmes. Et, dans leurs plaintes, perçait le désir de sentir sur leur peau nue un de ces bijoux que tout Paris avait vus aux épaules d'une impure illustre, et qui leur conterait peut-être à l'oreille les scandales des alcôves où s'arrêtaient si complaisamment leurs rêves de grandes dames. Elles connaissaient les gros prix, elles citèrent un superbe cachemire, des dentelles magnifiques. L'aigrette avait coûté 15 000 francs, la rivière 50 000 francs. Madame d'Espanay était enthousiasmée par ces chiffres. Elle appela Saccard, elle lui cria « Venez donc qu'on vous félicite, voilà un bon mari !» Aristide Saccard s'approcha, s'inclina, fit de la modestie, mais son visage grimaçant trahissait une satisfaction vive. Et il regardait du coin de l'œil les 2 entrepreneurs, les 2 maçons enrichis, plantés à quelques pas, écoutant sonner les chiffres de 15 000 et de 50 000 francs avec un respect visible. À ce moment, Maxime, qui venait d'entrer, adorablement pincé dans son habit noir, s'appuya avec familiarité sur l'épaule de son père et lui parla bas, comme à un camarade, en lui désignant les maçons d'un regard. Saccard eut le sourire discret d'un acteur applaudi. Quelques convives arrivèrent encore. Il y avait au moins une 30aine de personnes dans le salon. Les conversations reprirent. Pendant les moments de silence, on entendait, derrière les murs, des bruits légers de vaisselle et d'argenterie. Enfin, Baptiste ouvrit une porte à 2 battants et, majestueusement, il dit la phrase sacramentelle. « Madame est servie !» Alors, lentement, le défilé commença.
Saccard donna le bras à la petite marquise. René prit celui d'un vieux monsieur, un sénateur, le baron Gouraud, devant lequel tout le monde s'aplatissait avec une humilité grande. Quant à Maxime, il fut obligé d'offrir son bras à Louise de Mareuil. Puis venait le reste des convives, en procession, et, tout au bout, les deux entrepreneurs, les mains ballantes. La salle à manger était une vaste pièce carrée, dont les boiseries de poiriers noircis et vernis montaient à hauteur d'homme, ornées de minces filets d'or. Les 4 grands panneaux avaient dû être ménagés de façon à recevoir des peintures de nature morte, mais ils étaient restés vides, le propriétaire de l'hôtel ayant sans doute reculé devant une dépense purement artistique. On les avait simplement tendus de velours gros vert. Les meubles, les rideaux et les portières de même étoffe donnaient à la pièce un caractère sobre et grave, calculé pour concentrer sur la table toutes les splendeurs de la lumière. Et, à cette heure, en effet, au milieu du large tapis persan de teinte sombre qui étouffait le bruit des pas, sous la clarté crue du lustre, la table, entourée de chaises dont les dossiers noirs à filets d'or l'encadraient d'une ligne sombre, était comme un autel, comme une chapelle ardente, où, sur la blancheur éclatante de la nappe, brûlaient les flammes claires des cristaux et des pièces d'argenterie. Au-delà des dossiers sculptés, dans une ombre flottante, à peine apercevait-on les boiseries des murs, un grand buffet bas, des pans de velours qui traînaient. Forcément, les yeux revenaient à la table, s'emplissaient de cet éblouissement. Un admirable surtout d'argent mat, dont les ciselures luisaient, en occupait le centre. C'était une bande de faunes enlevant des nymphes. Et, au-dessus du groupe, sortant d'un large cornet, un énorme bouquet de fleurs naturelles retombait en grappe. Au debout, des vases contenaient également des gerbes de fleurs. 2 candélabres appareillés au groupe du milieu, faits chacun d'un satyre courant, emportant sur l'un de ses bras une femme pâmée et tenant de l'autre une torchère à 10 branches, ajoutaient l'éclat de leurs bougies au rayonnement du lustre central. Entre ces pièces principales, les réchauds, grands et petits, s'alignaient symétriquement, chargés du premier service, flanqués par des coquilles contenant des hors-d'œuvre, séparés par des corbeilles de porcelaine, des vases de cristal, des assiettes plates, des compotiers montés contenant la partie du dessert qui était déjà sur la table. Le long du cordon des assiettes, l'armée des verres, les carafes d'eau et de vin, les petites salières, tout le cristal du service était mince et léger comme de la mousseline, sans une ciselure et si transparent qu'il ne jetait aucune ombre. Et le surtout, les grandes pièces semblaient des fontaines de feu. Des éclairs couraient dans le flanc poli des réchauds. Les fourchettes, les cuillères, les couteaux à manche de nacre faisaient des barres de flammes. Des arcs-en-ciel allumaient les verres, et, au milieu de cette pluie d'étincelles, dans cette masse incandescente, les carafes de vin tachaient de rouge la nappe chauffée à blanc. En entrant, les convives, qui souriaient aux dames qu'ils avaient à leurs bras, eurent une expression de béatitude discrète. Les fleurs mettaient une fraîcheur dans l'air tiède. Des fumets légers traînaient, mêlés au parfum des roses. Et c'était la senteur âpre des écrevisses et l'odeur aigrelette des citrons qui dominaient. Puis, quand tout le monde eut trouvé son nom, écrit sur le revers de la carte du menu, il y eut un bruit de chaises, un grand froissement de jupes de soie. Les épaules nues étoilées de diamants, flanquées d'habits noirs qui en faisaient ressortir la pâleur, ajoutèrent leur blancheur laiteuse au rayonnement de la table. Le service commença, au milieu de petits sourires échangés entre voisins, dans un demi-silence que ne coupaient encore que les cliquetis assourdis des cuillères. Baptiste remplissait les fonctions de maître d'hôtel avec ses attitudes graves de diplomate. Il avait sous ses ordres, outre les 2 valets de pied, 4 aides qu'il recrutait seulement pour les grands dîners. À chaque mets qu'il enlevait et qu'il allait découper au fond de la pièce, sur une table de service, 3 des domestiques faisaient doucement le tour de la table, un plat à la main, offrant le mets par son nom à demi-voix. Les autres versaient les vins, veillaient au pain et aux carafes. Les relevés et les entrées s'en allèrent
et se promenèrent ainsi lentement, sans que le rire perlé des dames devînt plus aigu. Les convives étaient trop nombreux pour que la conversation pût aisément devenir générale. Cependant, au second service, lorsque les rôtis et les entremets eurent pris la place des relevés et des entrées, et que les grands vins de Bourgogne, le Pommard, le Chambertin, succédèrent au Léoville et au Château Laffitte, le bruit des voix grandit, des éclats de rire firent teinter les cristaux légers. René, au milieu de la table, avait à sa droite le baron Gouraud, à sa gauche M. Toutain-Laroche, ancien fabricant de bougies, alors conseiller municipal, directeur du Crédit viticole, membre du conseil de surveillance de la Société générale des ports du Maroc, homme maigre et considérable, que Saccard, placé en face, entre madame d'Espanay et madame Hafner, appelait d'une voix flatteuse tantôt « mon cher collègue » et tantôt « notre grand administrateur ». Ensuite venaient les hommes politiques, M. Huppel de la Noue, un préfet qui passait 8 mois de l'année à Paris, 3 députés, parmi lesquels M. Hafner étalait sa large face alsacienne, puis M. de Saffré, un charmant jeune homme, secrétaire d'un ministre, M. Michelin, chef du bureau de la voirie, et d'autres employés supérieurs. M. de Mareuil, candidat perpétuel à la députation, se carrait en face du préfet, auquel il faisait les yeux doux. Quant à M. d'Espanay, il n'accompagnait jamais sa femme dans le monde. Les dames de la famille étaient placées entre les plus marquants de ces personnages. Saccard avait cependant réservé sa sœur Sidonie, qu'il avait mise plus loin entre les deux entrepreneurs, le sieur Charrier à droite, le sieur Mignon à gauche, comme à un poste de confiance où il s'agissait de vaincre. Madame Michelin, la femme du chef de bureau, une jolie brune, toute potelée, se trouvait à côté de M. de Saffré, avec lequel elle causait vivement à voix basse. Puis, aux deux bouts de la table, était la jeunesse, des auditeurs au Conseil d'État, des fils de pères puissants, des petits millionnaires en herbe, M. de Mussy qui jetait à René des regards désespérés, Maxime ayant à sa droite Louise de Mareuil et dont sa voisine semblait faire la conquête. Peu à peu, il s'était mis à rire très haut. Ce fut de là que partirent les premiers éclats de gaieté. Cependant, M. Huppel de la Noue demanda galamment « Aurons-nous le plaisir de voir son Excellence, ce soir ?» « Je ne crois pas, » répondit Saccard d'un air important qui cachait une contrariété secrète. « Mon frère est si occupé. Il nous a envoyé son secrétaire, M. de Saffré, pour nous présenter ses excuses. » Le jeune secrétaire, que Madame Michelin accaparait décidément, leva la tête en entendant prononcer son nom et s'écria à tout hasard, croyant qu'on s'était adressé à lui. « Oui, oui, il doit y avoir une réunion des ministres à 9 heures chez le garde des Sceaux. » Pendant ce temps, M. Toutain-Laroche, qu'on avait interrompu, continuait gravement, comme s'il eût péroré dans le silence attentif du conseil municipal. « Les résultats sont superbes. Cet emprunt de la ville restera comme une des plus belles opérations financières de l'époque. Ah, messieurs !» Mais ici, sa voix fut de nouveau couverte par des rires qui éclatèrent brusquement à l'un des bouts de la table. On entendait, au milieu de ce souffle de gaieté, la voix de Maxime qui achevait une anecdote. « Attendez donc, je n'ai pas fini. La pauvre Amazone fut relevée par un cantonnier. On dit qu'elle lui fait donner une brillante éducation pour l'épouser plus tard. Elle ne veut pas qu'un homme autre que son mari puisse se flatter d'avoir vu certains signes noirs placés au-dessus de son genou. » Les rires reprirent de plus belle. Louise riait franchement, plus haut que les hommes. Et, doucement, au milieu de ces rires, comme sourd, un laquais allongeait en ce moment, entre chaque convive, sa tête grave et blême, offrant des aiguillettes de canard sauvage à voix basse. Aristide Saccard fut fâché du peu d'attention qu'on accordait à M. Toutain-Laroche. Il reprit pour lui montrer qu'il l'avait écouté. L'emprunt de la ville. Mais M. Toutain-Laroche n'était pas homme à perdre le fil d'une idée. « Ah, messieurs, continua-t-il quand les rires furent calmés, la journée d'hier a été une grande consolation pour nous, dont l'administration est en butte à tant d'ignobles attaques. On accuse le conseil de conduire la ville à sa ruine, et,
Vous le voyez, dès que la ville ouvre un emprunt, tout le monde nous apporte son argent, même ceux qui crient. »« Vous avez fait des miracles, » dit Saccard. « Paris est devenue la capitale du monde. »« Oui, c'est vraiment prodigieux, » interrompit M. Huppel de Lanoux. « Imaginez-vous que moi, qui suis un vieux Parisien, je ne reconnais plus mon Paris. Hier, je me suis perdu pour aller de l'hôtel de ville au Luxembourg. C'est prodigieux, prodigieux. » Il y eut un silence. Tous les hommes graves écoutaient maintenant. « La transformation de Paris, continua M. Toutain-Laroche, sera la gloire du règne. Le peuple est ingrat. Il devrait baiser les pieds de l'empereur. Je le disais ce matin au conseil où l'on parlait du grand succès de l'emprunt. Messieurs, laissons dire ces braillards de l'opposition. Bouleverser Paris, c'est le fertiliser. » Saccard sourit en fermant les yeux, comme pour mieux savourer la finesse du mot. Il se pencha derrière le dos de madame d'Espanay et dit à M. Huppel de Lanoux, assez haut pour être entendu. « Il a un esprit adorable. » Cependant, depuis qu'on parlait des travaux de Paris, le sieur Charrier tendait le cou, comme pour se mêler à la conversation. Son associé Mignon n'était occupé que de madame Sidonie, qui lui donnait fort à faire. Saccard, depuis le commencement du dîner, surveillait les entrepreneurs du coin de l'œil. « L'administration, dit-il, a rencontré tant de dévouement. Tout le monde a voulu contribuer à la grande œuvre. Sans les riches compagnies qui lui sont venues en aide, la ville n'aurait jamais pu faire si bien ni si vite. » Il se tourna, et avec une sorte de brutalité flatteuse. « Messieurs Mignon et Charrier en savent quelque chose, eux qui ont eu leur part de peine et qui auront leur part de gloire. » Les maçons enrichis reçurent béatement cette phrase en pleine poitrine. Mignon, auquel madame Sidonie disait en minaudant « Ah, monsieur, vous me flattez. Non, le rose serait trop jeune pour moi. » la laissa au milieu de sa phrase pour répondre à Saccard. « Vous êtes trop bon. Nous avons fait nos affaires. » Mais Charrier était plus dégrossi. Il acheva son verre de pommard et trouva le moyen de faire une phrase. « Les travaux de Paris, dit-il, ont fait vivre l'ouvrier. »« Dites aussi, reprit M. Toutain-Laroche, qu'ils ont donné un magnifique élan aux affaires financières et industrielles. Et n'oubliez pas le côté artistique. Les nouvelles voies sont majestueuses, ajouta M. Huppel de Lanoux, qui se piquait d'avoir du goût. Oui, oui, c'est un beau travail, murmura M. de Mareuil, pour dire quelque chose. Quant à la dépense, déclara gravement le député Hafner, qui n'ouvrait la bouche que dans les grandes occasions, nos enfants la payeront, et rien ne sera plus juste. Et comme, en disant cela, il regardait M. de Saffré que la jolie madame Michelin semblait bouder depuis un instant, le jeune secrétaire, pour paraître au courant de ce qu'on disait, répéta. « Rien ne sera plus juste, en effet. » Tout le monde avait dit son mot dans le groupe que les hommes graves formaient au milieu de la table. M. Michelin, le chef de bureau, souriait, dodelinait de la tête. C'était, d'ordinaire, sa façon de prendre part à une conversation. Il avait des sourires pour saluer, pour répondre, pour approuver, pour remercier, pour prendre congé, toute une jolie collection de sourires qui le dispensaient presque de jamais se servir de la parole, ce qu'il jugeait sans doute plus poli et plus favorable à son avancement. Un autre personnage était également resté muet, le baron Gouraud, qui mâchait lentement comme un bœuf aux paupières lourdes. Jusque-là, il avait paru absorbé dans le spectacle de son assiette. René, aux petits soins pour lui, n'en obtenait que de légers grognements de satisfaction. Aussi fut-on surpris de le voir lever la tête et de l'entendre dire, en essuyant ses lèvres grasses. « Moi qui suis propriétaire, lorsque je fais réparer et décorer un appartement, j'augmente mon locataire. » La phrase de M. Hafner, « Nos enfants payeront », avait réussi à réveiller le sénateur. Tout le monde battit discrètement des mains et M. de Saffré s'écria « Ah, charmant, charmant, j'enverrai demain le mot aux journaux. » « Vous avez bien raison, messieurs, nous vivons dans un bon temps, dit le sieur Mignon, comme pour conclure, au milieu des sourires et des admirations que le mot du baron excitait. J'en connais plus d'un qui ont joliment arrondi leur fortune.
Voyez-vous, quand on gagne de l'argent, tout est beau. » Ces dernières paroles glacèrent les hommes graves. La conversation tomba nette, et chacun parut éviter de regarder son voisin. La phrase du maçon atteignait ces messieurs, roide comme le pavé de l'ours. Michelin, qui justement contemplait Saccard d'un air agréable, cessa de sourire, très effrayé d'avoir eu l'air un instant d'appliquer les paroles de l'entrepreneur au maître de la maison. Ce dernier lança un coup d'œil à madame Sidonie, qui accapara de nouveau Mignon en disant « Vous aimez donc le rose, monsieur ?» Puis Saccard fit un long compliment à madame d'Espanay. Sa figure noirâtre, chafouine, touchait presque les épaules laiteuses de la jeune femme qui se renversait avec de petits rires. On était au dessert. Les laquais allaient d'un pas plus vif autour de la table. Il y eut un arrêt pendant que la nappe achevait de se charger de fruits et de sucreries. À l'un des bouts, du côté de Maxime, les rires devenaient plus clairs. On entendait la voix aigrelette de Louise dire « Je vous assure que Sylvia avait une robe de satin bleu dans son rôle de dindonnette. » Et une autre voix d'enfant ajoutait « Oui, mais la robe était garnie de dentelle blanche. » Un air chaud montait. Les visages, plus roses, étaient comme amollis par une béatitude intérieure. Deux laquais firent le tour de la table, versant de l'alicante et du tokay. Depuis le commencement du dîner, Renée semblait distraite. Elle remplissait ses devoirs de maîtresse de maison avec un sourire machinal. À chaque éclat de gaieté qui venait du bout de la table, où Maxime et Louise, côte à côte, plaisantaient comme de bons camarades, elle jetait de ce côté un regard luisant. Elle s'ennuyait. Les hommes graves l'assommaient. Madame d'Espanay et madame Hafner lui lançaient des regards désespérés. « Et les prochaines élections, comment s'annoncent-elles » demanda brusquement Saccard à monsieur Huppel de Lanoux. « Mais très bien, » répondit celui-ci en souriant. « Seulement, je n'ai pas encore de candidat désigné pour mon département. Le ministère hésite, paraît-il. » Monsieur de Mareuil, qui, d'un coup d'œil, avait remercié Saccard d'avoir entamé ce sujet, semblait être sur des charbons ardents. Il rougit légèrement. Il fit des saluts embarrassés lorsque le préfet, s'adressant à lui, continua. « On m'a beaucoup parlé de vous dans le pays, monsieur. Vos grandes propriétés vous y font de nombreux amis, et l'on sait combien vous êtes dévoué à l'empereur. Vous avez toutes les chances. »« Papa, n'est-ce pas que la petite Sylvia vendait des cigarettes à Marseille en 1849 ?» cria à ce moment Maxime du bout de la table. Et comme Aristide Saccard feignait de ne pas entendre, le jeune homme reprit d'un ton plus bas. « Mon père l'a connue particulièrement. » Il y eut quelques rires étouffés. Cependant, tandis que M. de Mareuil saluait toujours, M. Hafner avait repris d'une voix sentencieuse. « Le dévouement à l'empereur est la seule vertu, le seul patriotisme en ces temps de démocratie intéressée. Quiconque aime l'empereur aime la France. C'est avec une joie sincère que nous verrions monsieur devenir notre collègue. »« Monsieur l'emportera, » dit à son tour M. Toutain-Laroche. « Les grandes fortunes doivent se grouper autour du trône. » Renée n'y tint plus. En face d'elle, la marquise étouffait un bâillement. Et comme Saccard allait reprendre la parole, « Par grâce, mon ami, ayez un peu pitié de nous, » lui dit sa femme, avec un joli sourire. « Laissez là votre vilaine politique. » Alors, M. Huppel de Lanoux, galant comme un préfet, se récria, dit que ces dames avaient raison, et il entama le récit d'une histoire scabreuse qui s'était passée dans son chef-lieu. La marquise, madame Hafner et les autres dames rirent beaucoup de certains détails. Le préfet contait d'une façon très piquante, avec des demi-mots, des réticences, des inflexions de voix qui donnaient un sens très polisson aux termes les plus innocents. Puis on parla du premier mardi de la duchesse, d'une bouffonnerie qu'on avait jouée la veille, de la mort d'un poète et des dernières courses d'automne. Monsieur Toutain-Laroche, aimable à ses heures, compara les femmes à des roses, et Monsieur de Mareuil, dans le trouble où l'avaient laissé ses espérances électorales, trouva des mots profonds sur la nouvelle forme des chapeaux. Renée restait distraite. Cependant, les convives ne mangeaient plus. Un vent chaud semblait avoir soufflé sur la table, terni les verres
émietté le pain, noirci les pelures de fruits dans les assiettes, rompu la belle symétrie du service. Les fleurs se fanaient dans les grands cornets d'argent ciselés, et les convives s'oubliaient là un instant en face des débris du dessert, béats, sans courage pour se lever. Un bras sur la table, à demi penchés, ils avaient le regard vide, le vague affaissement de cette ivresse mesurée et décente des gens du monde qui se grisent à petits coups. Les rires étaient tombés, les paroles se faisaient rares. On avait bu et mangé beaucoup, ce qui rendait plus grave encore la bande des hommes décorés. Les dames, dans l'air alourdi de la salle, sentaient des moiteurs leur monter au front et à la nuque. Elles attendaient qu'on passât au salon, sérieuses, un peu pâles, comme si leur tête eût légèrement tourné. Madame d'Espanay était toute rose, tandis que les épaules de madame Hafner avaient pris des blancheurs de cire. Cependant, M. Huppel de Lanoux examinait le manche d'un couteau. M. Toutain-Laroche lançait encore à M. Hafner des lambeaux de phrases que celui-ci accueillait par des hochements de tête. M. de Mareuil rêvait en regardant M. Michelin qui lui souriait finement. Quant à la jolie madame Michelin, elle ne parlait plus depuis longtemps. Très rouge, elle laissait pendre sous la nappe une main que M. de Saffré devait tenir dans la sienne, car il s'appuyait gauchement sur le bord de la table, les sourcils tendus, avec la grimace d'un homme qui résout un problème d'algèbre. Madame Sidonie avait vaincu, elle aussi. Les sieurs Mignon et Charrier, accoudés tous deux et tournés vers elle, paraissaient ravis de recevoir ses confidences. Elle avouait qu'elle adorait le laitage et qu'elle avait peur des revenants. Et Aristide Saccard, lui-même, les yeux demi-clos, plongé dans cette béatitude d'un maître de maison qui a conscience d'avoir grisé honnêtement ses convives, ne songeait point à quitter la table. Il contemplait avec une tendresse respectueuse le baron Gouraud, appesanti, digérant, allongeant sur la nappe blanche sa main droite, une main de vieillard sensuel, courte, épaisse, tachée de plaques violettes et couverte de poils roux. René acheva machinalement les quelques gouttes de toquet qui restaient au fond de son verre. Des feux lui montaient à la face. Les petits cheveux pâles de son front et de sa nuque, rebelles, s'échappaient comme mouillés par un souffle humide. Elle avait les lèvres et le nez amincis nerveusement, le visage muet d'un enfant qui a bu du vin pur. Si de bonnes pensées bourgeoises lui étaient venues en face des ombres du parc Monceau, ces pensées se noyaient, à cette heure, dans l'excitation des mets, des vins, des lumières, de ce milieu troublant où passaient des haleines et des gaietés chaudes. Elle n'échangeait plus de tranquilles sourires avec sa sœur Christine et sa tante Élisabeth, modestes toutes deux, s'effaçant, parlant à peine. Elle avait, d'un regard dur, fait baisser les yeux du pauvre monsieur de Mussy. Dans son apparente distraction, bien qu'elle évitât maintenant de se tourner, appuyée contre le dossier de sa chaise, où le satin de son corsage craquait doucement, elle laissait échapper un imperceptible frisson des épaules à chaque nouvel éclat de rire qui lui venait du coin où Maxime et Louise plaisantaient, toujours aussi haut, dans le bruit mourant des conversations. Et derrière elle, au bord de l'ombre, dominant de sa haute taille la table en désordre et les convives pâmés, Baptiste se tenait debout, la chair blanche, la mine grave, avec l'attitude dédaigneuse d'un laquais qui a repu ses maîtres. Lui seul, dans l'air chargé d'ivresse, sous les clartés crues du lustre qui jaunissait, restait correct, avec sa chaîne d'argent au cou, ses yeux froids où la vue des épaules des femmes ne mettait pas une flamme, son air d'eunuque servant des Parisiens de la décadence et gardant sa dignité. Enfin, René se leva, d'un mouvement nerveux. Tout le monde l'imita. On passa au salon, où le café était servi. Le grand salon de l'hôtel était une vaste pièce longue, une sorte de galerie, allant d'un pavillon à l'autre, occupant toute la façade du côté du jardin. Une large porte-fenêtre s'ouvrait sur le perron. Cette galerie était resplendissante d'or. Le plafond, légèrement cintré, avait des enroulements capricieux courant autour de grands médaillons dorés qui luisaient comme des boucliers. Des rosaces, des guirlandes éclatantes bordaient la voûte. Des filets, pareils à des jets de métal en fusion, coulaient sur les murs,
encadrant les panneaux tendus de soie rouge. Des tresses de roses, avec des gerbes épanouies au sommet, retombaient le long des glaces. Sur le parquet, un tapis d'aubusson étalait ses fleurs de pourpre. Le meuble de damas de soie rouge, les portières et les rideaux de même étoffe, l'énorme pendule rocaille de la cheminée, les vases de Chine posés sur les consoles, les pieds de 2 tables longues ornées de mosaïques de Florence, jusqu'aux jardinières placées dans les embrasures des fenêtres, suaient l'or, égouttaient l'or. Aux 4 angles se dressaient 4 grandes lampes posées sur des socles de marbre rouge, auxquels les attachaient des chaînes de bronze doré tombant avec des grâces symétriques. Et, du plafond, descendaient 3 lustres à pendeloques de cristal, ruisselant de gouttes de lumière bleue et rose, et dont les clartés ardentes faisaient flamber tout l'or du salon. Les hommes se retirèrent bientôt dans le fumoir. Monsieur de Mussy vint prendre familièrement le bras de Maxime, qu'il avait connu au collège, bien qu'il eût 6 ans de plus que lui. Il l'entraîna sur la terrasse, et après qu'ils eurent allumé un cigare, il se plaignit amèrement de Renée. « Mais qu'a-t-elle donc, dites ? Je l'ai vue hier, elle était adorable. Et voilà qu'aujourd'hui, elle me traite comme si tout était fini entre nous. Quel crime ai-je pu commettre ? Vous seriez bien aimable, mon cher Maxime, de l'interroger, de lui dire combien elle me fait souffrir. »« Ah, pour cela, non, » répondit Maxime en riant. « Renée a ses nerfs, je ne tiens pas à recevoir l'averse. Débrouillez-vous, faites vos affaires vous-même. » Et il ajouta, après avoir lentement exhalé la fumée de son havane. « Vous voulez me faire jouer un joli rôle, vous ?» Mais M. de Mussy parla de sa vive amitié, et il déclara au jeune homme qu'il n'attendait qu'une occasion pour lui prouver combien il lui était dévoué. Il était bien malheureux. Il aimait tant Renée. « Eh bien, c'est convenu, » dit enfin Maxime. « Je lui dirai un mot. Mais, vous savez, je ne promets rien. Elle va m'envoyer coucher, c'est sûr. » Ils rentrèrent dans le fumoir. Ils s'allongèrent dans de larges fauteuils dormeuses. Là, pendant une grande demi-heure, M. de Mussy conta ses chagrins à Maxime. Il lui dit pour la 10e fois comment il était tombé amoureux de sa belle-mère, comment elle avait bien voulu le distinguer, et Maxime, en attendant que son cigare fût achevé, lui donnait des conseils, lui expliquait Renée, lui indiquait de quelle façon il devait se conduire pour la dominer. Saccard étant venu s'asseoir à quelques pas des jeunes gens, M. de Mussy garda le silence, et Maxime conclut en disant « Moi, si j'étais à votre place, j'agirais très cavalièrement. Elle aime ça. » Le fumoir occupait, à l'extrémité du grand salon, une des pièces rondes formées par les tourelles. Il était de style très riche et très sobre. Tendu d'une imitation de cuir de Cordoue, il avait des rideaux et des portières en algérienne, et, pour tapis, une moquette à dessin persan. Le meuble, recouvert de peau de chagrin couleur bois, se composait de poufs, de fauteuils et d'un divan circulaire qui tenait en partie la rondeur de la pièce. Le petit lustre du plafond, les ornements du guéridon, la garniture de la cheminée étaient en bronze florentin vert pâle. Il n'était guère resté avec les dames que quelques jeunes gens et des vieillards à face blanche et molle, ayant le tabac en horreur. Dans le fumoir, on riait, on plaisantait très librement. Monsieur Huppel de Lanoux égaya fort ces messieurs en leur racontant de nouveau l'histoire qu'il avait dite pendant le dîner, mais en la complétant par des détails tout à fait crus. C'était sa spécialité. Il avait toujours 2 versions d'une anecdote, l'une pour les dames, l'autre pour les hommes. Puis, quand Aristide Saccard entra, il fut entouré et complimenté, et comme il faisait mine de ne pas comprendre, M. de Saffré lui dit, dans une phrase très applaudie, qu'il avait bien mérité de la patrie en empêchant la belle Laure d'Origny de passer aux Anglais. « Non, vraiment, messieurs, vous vous trompez, » balbutiait Saccard avec une fausse modestie. « Va, ne te défends donc pas, » lui cria plaisamment Maxime. « À ton âge, c'est très beau. » Le jeune homme, qui venait de jeter son cigare, rentra dans le grand salon. Il était venu beaucoup de monde. La galerie était pleine d'habits noirs, debout, causant à demi-voix, et de jupes étalées largement le long des causeuses.
Des laquais commençaient à promener des plats d'argent chargés de glace et de verres de punch. Maxime, qui désirait parler à René, traversa le grand salon dans sa longueur, sachant bien où il trouverait le cénacle de ces dames. Il y avait, à l'autre extrémité de la galerie, faisant pendant au fumoir, une pièce ronde dont on avait fait un adorable petit salon. Ce salon, avec ses tentures, ses rideaux et ses portières de satin boutons d'or, avait un charme voluptueux d'une saveur originale et exquise. Les clartés du lustre, très délicatement fouillées, chantaient une symphonie en jaune mineur, au milieu de toutes ces étoffes couleur de soleil. C'était comme un ruissellement de rayons adoucis, un coucher d'astres s'endormant sur une nappe de blé mûr. À terre, la lumière se mourait sur un tapis d'aubusson semé de feuilles sèches. Un piano d'ébène marqueté d'ivoire, deux petits meubles dont les glaces laissaient voir un monde de bibelots, une table Louis XVI, une console jardinière surmontée d'une énorme gerbe de fleurs suffisaient à meubler la pièce. Les causeuses, les fauteuils, les poufs étaient recouverts de satin bouton d'or capitonné, coupés par de larges bandes de satin noir brodées de tulipes voyantes. Et il y avait encore des sièges bas, des sièges volants, toutes les variétés élégantes et bizarres du tabouret. On ne voyait pas le bois de ces meubles. Le satin, le capiton couvraient tout. Les dossiers se renversaient avec des rondeurs moelleuses de traversin. C'étaient comme des lits discrets où l'on pouvait dormir et aimer dans le duvet au milieu de la sensuelle symphonie en jaune mineur. René aimait ce petit salon dont une des porte-fenêtres s'ouvrait sur la magnifique serre chaude scellée au flanc de l'autel. Dans la journée, elle y passait ses heures d'oisiveté. Les tentures jaunes, au lieu d'éteindre sa chevelure pâle, la doraient de flammes étranges. Sa tête se détachait au milieu d'une lueur d'aurore, toute rose et blanche, comme celle d'une Diane blonde s'éveillant dans la lumière du matin. Et c'était pourquoi, sans doute, elle aimait cette pièce qui mettait sa beauté en relief. À cette heure, elle était là avec ses intimes. Sa sœur et sa tante venaient de partir. Il n'y avait plus, dans le cénacle, que des têtes folles. Renversée à demi au fond d'une causeuse, René écoutait les confidences de son amie Adeline, qui lui parlait à l'oreille avec des mines de chatte et des rires brusques. Suzanne Hafner était fort entourée. Elle tenait tête à un groupe de jeunes gens qui la serraient de très près, sans qu'elle perdît sa langueur d'allemande, son effronterie provocante, nue et froide comme ses épaules. Dans un coin, Madame Sidonie endoctrinait à voix basse une jeune femme aux cils de vierge. Plus loin, Louise, debout, causait avec un grand garçon timide qui rougissait, tandis que le baron Gouraud, en pleine clarté, sommeillait dans son fauteuil, étalant ses chairs molles, sa carrure d'éléphant blême, au milieu des grâces frêles et de la soyeuse délicatesse des dames. Et, dans la pièce, sur les jupes de satin aux plis durs et vernis comme de la porcelaine, sur les épaules dont les blancheurs laiteuses s'étoilaient de diamants, une lumière de féerie tombait en poussière d'or. Une voix fluette, un rire pareil à un roucoulement, sonnait avec des limpidités de cristal. Il faisait très chaud, des éventails battaient lentement, comme des ailes, jetant à chaque souffle, dans l'air alangui, les parfums musqués des corsages. Quand Maxime parut sur le seuil de la porte, René, qui écoutait la marquise d'une oreille distraite, se leva vivement, feignit d'avoir à remplir son rôle de maîtresse de maison. Elle passa dans le grand salon où le jeune homme la suivit. Là, elle fit quelques pas, souriante, donnant des poignées de main. Puis, attirant Maxime à l'écart. « Eh !» dit-elle à demi-voix, d'un air ironique. « La corvée est douce. Ce n'est plus si bête de faire sa cour. »« Je ne comprends pas, » répondit le jeune homme qui allait plaider la cause de monsieur de Mussy. « Mais il me semble que j'ai bien fait de ne pas te délivrer de Louise. Vous allez vite, tous les deux. » Et elle ajouta, avec une sorte de dépit. « C'était indécent, à table. » Maxime se mit à rire. « Ah oui, nous nous sommes conté des histoires. Je l'ignorais, cette fillette. Elle est drôle. Elle a l'air d'un garçon. »
Et comme René continuait à faire la grimace irritée d'une prude, le jeune homme, qui ne lui connaissait pas de telles indignations, reprit avec sa familiarité souriante. « Est-ce que tu crois, belle maman, que je lui ai pincé les genoux sous la table ? Que diable, on sait se conduire avec une fiancée ? J'ai quelque chose de plus grave à te dire. Écoute-moi. Tu m'écoutes, n'est-ce pas ?» Il baissa encore la voix. « Voilà, monsieur de Mussy est très malheureux. Il vient de me le dire. Moi, tu comprends, ce n'est pas mon rôle de vous raccommoder, s'il y a de la brouille. Mais, tu sais, je l'ai connu au collège, et comme il avait l'air vraiment désespéré, je lui ai promis de te dire un mot. » Il s'arrêta. René le regardait d'un air indéfinissable. « Tu ne réponds pas ?» continua-t-il. « C'est égal, ma commission est faite. Arrangez-vous comme vous voudrez. Mais, vrai, je te trouve cruel. Ce pauvre garçon m'a fait de la peine. À ta place, je lui enverrais au moins une bonne parole. » Alors, René, qui n'avait pas cessé de regarder Maxime de ses yeux fixes, où brûlait une flamme vive, répondit « Va dire à monsieur de Mussy qu'il m'embête. » Et elle se remit à marcher doucement au milieu des groupes, souriant, saluant, donnant des poignées de main. Maxime resta planté, d'un air surpris. Puis il eut un rire silencieux. Peu désireux de remplir sa commission auprès de monsieur de Mussy, il fit le tour du grand salon. La soirée tirait à sa fin, merveilleuse et banale comme toutes les soirées. Il était près de minuit, le monde s'en allait peu à peu. Ne voulant pas rentrer se coucher sur une impression d'ennui, il se décida à chercher Louise. Il passait devant la porte de sortie lorsqu'il vit, dans le vestibule, la jolie madame Michelin que son mari enveloppait délicatement dans une sortie de bal bleu et rose. « Il a été charmant, charmant, » disait la jeune femme. « Pendant tout le dîner, nous avons causé de toi. Il parlera au ministre. Seulement, ce n'est pas lui que ça regarde. » Et, comme, à côté d'eux, un laquais emmaillotait le baron Gouraud dans une grande pelisse fourrée, « C'est ce gros père-là qui enlèverait l'affaire, » ajouta-t-elle à l'oreille de son mari, tandis qu'il lui nouait sous le menton le cordon du capuchon. « Il fait ce qu'il veut au ministère. Demain, chez les Mareuil, il faudra tâcher. » Monsieur Michelin souriait. Il emmena sa femme avec précaution, comme s'il eût tenu au bras un objet fragile et précieux. Maxime, après s'être assuré d'un coup d'œil que Louise n'était pas dans le vestibule, alla droit au petit salon. En effet, elle s'y trouvait encore, presque seule, attendant son père, qui avait dû passer la soirée dans le fumoir avec les hommes politiques. Ces dames, la marquise, madame Hafner, étaient parties. Il ne restait plus que madame Sidonie, disant combien elle aimait les bêtes à quelques femmes de fonctionnaires. « Ah, voilà mon petit mari !» s'écria Louise. « Asseyez-vous là, et dites-moi dans quel fauteuil mon père a pu s'endormir. Il se sera déjà cru à la chambre ?» Maxime lui répondit sur le même ton, et les jeunes gens retrouvèrent leurs grands éclats de rire du dîner. Assis à ses pieds, sur un siège très bas, il finit par lui prendre les mains, par jouer avec elle, comme avec un camarade. Et, en vérité, dans sa robe de foulard blanc à pois rouges, avec son corsage montant, sa poitrine plate, sa petite tête laide et futée de gamin, elle ressemblait à un garçon déguisé en fille. Mais, par instants, ses bras grêles, sa taille déviée, avaient des poses abandonnées, et des ardeurs passaient au fond de ses yeux pleins encore de puérilité, sans qu'elle rougît le moins du monde des jeux de Maxime. Et tous deux de rire, se croyant seuls, sans même apercevoir René, debout au milieu de la serre, à demi caché, qui le regardait de loin. Depuis un instant, la vue de Maxime et de Louise, comme elle traversait une allée, avait brusquement arrêté la jeune femme derrière un arbuste. Autour d'elle, la serre chaude, pareille à une nef d'église, et dont de minces colonnettes de fer montaient d'un jet soutenir le vitrail cintré, étalait ses végétations grasses, ses nappes de feuilles puissantes, ses fusées épanouies de verdure. Au milieu, dans un bassin ovale, au ras du sol, vivait, de la vie mystérieuse et glauque des plantes d'eau, toute la flore aquatique des pays du soleil. Des cyclanthus, dressant leurs panaches verts,
entourait d'une ceinture monumentale le jet d'eau qui ressemblait aux chapiteaux tronqués de quelques colonnes cyclopéennes. Puis, au debout, de grands tornélias élevaient leurs broussailles étranges au-dessus du bassin, leurs bois secs, dénudés, tordus comme des serpents malades, et laissant tomber des racines aériennes semblables à des filets de pêcheurs pendus au grand air. Près du bord, un pandanus de Java épanouissait sa gerbe de feuilles verdâtres, striées de blanc, minces comme des épées, épineuses et dentelées comme des poignards malais. Et, à fleur d'eau, dans la tiédeur de la nappe dormante, doucement chauffée, des nymphéas ouvraient leurs étoiles roses, tandis que des euryales laissaient traîner leurs feuilles rondes, leurs feuilles lépreuses, nageant à plat comme des dos de crapauds monstrueux couverts de pustules. Pour gazon, une large bande de sélaginelles entourait le bassin. Cette fougère naine formait un épais tapis de mousse, d'un vert tendre. Et, au-delà de la grande allée circulaire, 4 énormes massifs allaient d'un élan vigoureux jusqu'au cintre. Les palmiers, légèrement penchés dans leur grâce, épanouissaient leurs éventails, étalaient leurs têtes arrondies, laissaient pendre leurs palmes comme des avirons lassés par leur éternel voyage dans le bleu de l'air. Les grands bambous de l'Inde montaient droits, frêles et durs, faisant tomber de haut leur pluie légère de feuilles. Un ravenala, l'arbre du voyageur, dressait son bouquet d'immenses écrans chinois, et, dans un coin, un bananier, chargé de ses fruits, allongeait de toutes parts ses longues feuilles horizontales où 2 amants pourraient se coucher à l'aise en se serrant l'un contre l'autre. Aux angles, il y avait des euphorbes d'Abyssinie, ces cierges épineux, contrefaits, pleins de bosses honteuses, suant le poison. Et, sous les arbres, pour couvrir le sol, des fougères basses, les adiantums, les ptérides, mettaient leurs dentelles délicates, leurs fines découpures. Les alsophilas, d'espèces plus hautes, étageaient leurs rangs de rameaux symétriques, sexangulaires, si réguliers qu'on aurait dit de grandes pièces de faïence destinées à contenir les fruits de quelques desserts gigantesques. Puis, une bordure de bégonias et de caladiums entourait les massifs. Les bégonias, à feuilles torses, tachées superbement de vert et de rouge. Les caladiums, dont les feuilles en fer de lance, blanches et à nervures vertes, ressemblent à de larges ailes de papillons. Plantes bizarres dont le feuillage vit étrangement, avec un éclat sombre ou pâlissant de fleurs malsaines. Derrière les massifs, une seconde allée, plus étroite, faisait le tour de la serre. Là, sur des gradins, cachant à demi les tuyaux de chauffage, fleurissaient les marantas, douces au toucher comme du velours, les gloxinias aux cloches violettes, les dracénas semblables à des lames de vieilles laques vernies. Mais un des charmes de ce jardin d'hiver était, aux 4 coins, des antres de verdure, des berceaux profonds que recouvraient d'épais rideaux de lianes. Des bouts de forêt vierge avaient bâti, en ces endroits, leurs murs de feuilles, leurs fouillis impénétrables de tiges, de jets souples, s'accrochant aux branches, franchissant le vide d'un vol hardi, retombant de la voûte comme des glands de tentures riches. Un pied de vanille, dont les gousses mûres exhalaient des senteurs pénétrantes, courait sur la rondeur d'un portique garni de mousse. Les coqs du Levant tapissaient les colonnettes de leurs feuilles rondes. Les boïnias, aux grappes rouges, les quiscalus, dont les fleurs pendaient comme des colliers de verroterie, filaient, se coulaient, se nouaient, ainsi que des couleuvres minces, jouant et s'allongeant sans fin dans le noir des verdures. Et, sous les arceaux, entre les massifs, çà et là, des chaînettes de fer soutenaient des corbeilles dans lesquelles s'étalaient des orchidées, les plantes bizarres du plein ciel, qui poussent de toutes parts, leurs rejets trapus, noueux et déjetés comme des membres infirmes. Il y avait les sabots de Vénus, dont la fleur ressemble à une pantoufle merveilleuse, garnie au talon d'ailes de libellules. Les érides, si tendrement parfumées.
Les stanopéas, aux fleurs pâles, tigrées, qui soufflent au loin, comme des gorges amères de convalescents, une haleine âcre et forte. Mais ce qui, de tous les détours des allées, frappait les regards, c'était un grand hibiscus de la Chine, dont l'immense nappe de verdure et de fleurs couvrait tout le flanc de l'autel, auquel la serre était scellée. Les larges fleurs pourpres de cette mauve gigantesque, sans cesse renaissante, ne vivent que quelques heures. On eût dit des bouches sensuelles de femmes qui s'ouvraient, les lèvres rouges, molles et humides de quelques messalines géantes que des baisers meurtrissaient et qui toujours renaissaient avec leur sourire avide et saignant. Renée, près du bassin, frissonnait au milieu de ces floraisons superbes. Derrière elle, un grand sphinx de marbre noir, accroupi sur un bloc de granit, la tête tournée vers l'aquarium, avait un sourire de chat discret et cruel. Et c'était comme l'idole sombre, aux cuisses luisantes, de cette terre de feu. À cette heure, des globes de verre dépoli éclairaient les feuillages de nappes laiteuses. Des statues, des têtes de femmes dont le cou se renversait, gonflées de rire, blanchissaient au fond des massifs avec des taches d'ombre qui tordaient leur rire fou. Dans l'eau épaisse et dormante du bassin, d'étranges rayons se jouaient, éclairant des formes vagues, des masses glauques, pareilles à des ébauches de monstres. Sur les feuilles lisses du ravenala, sur les éventails vernis des lataniers, un flot de lueurs blanches coulait, tandis que, de la dentelle des fougères, tombaient en pluie fine des gouttes de clarté. En haut brillaient des reflets de vitres, entre les têtes sombres des hauts palmiers. Puis, tout autour, du noir s'entassait. Les berceaux, avec leurs draperies de lianes, se noyaient dans les ténèbres, ainsi que des nids de reptiles endormis. Et, sous la lumière vive, Renée songeait, en regardant de loin Louise et Maxime. Ce n'était plus la rêverie flottante, la grise tentation du crépuscule, dans les allées fraîches du bois. Ses pensées n'étaient plus bercées et endormies par le trot de ses chevaux, le long des gazons mondains, des taillis où les familles bourgeoises dînent le dimanche. Maintenant, un désir net, aigu, l'emplissait. Un amour immense, un besoin de volupté, flottait dans cette nef close où bouillait la sève ardente des tropiques. La jeune femme était prise dans ces noces puissantes de la terre, qui engendraient autour d'elle ces verdures noires, ces tiges colossales. Et les couches âcres de cette mer de feu, cet épanouissement de forêt, ce tas de végétation, toute brûlante des entrailles qui les nourrissaient, lui jetaient des effluves troublants, chargés d'ivresse. À ses pieds, le bassin, la masse d'eau chaude, épaissie par les sucs des racines flottantes, fumait, mettait à ses épaules un manteau de vapeur lourde, une buée qui lui chauffait la peau, comme l'attouchement d'une main moite de volupté. Sur sa tête, elle sentait le jet des palmiers, les hauts feuillages secouant leur arôme. Et plus que l'étouffement chaud de l'air, plus que les clartés vives, plus que les fleurs larges, éclatantes, pareilles à des visages riants ou grimaçant entre les feuilles, c'étaient surtout les odeurs qui la brisaient. Un parfum indéfinissable, fort, excitant, traînait, fait de 1000 parfums. Sueur humaine, haleine de femme, senteur de chevelure, et des souffles doux et fades jusqu'à l'évanouissement étaient coupés par des souffles pestilentiels, rudes, chargés de poison. Mais, dans cette musique étrange des odeurs, la phrase mélodique qui revenait toujours, dominant, étouffant les tendresses de la vanille et les acuités des orchidées, c'était cette odeur humaine, pénétrante, sensuelle, cette odeur d'amour qui s'échappe le matin de la chambre close de deux jeunes époux. Renée, lentement, s'était adossée au socle de granit. Dans sa robe de satin vert, la gorge et la tête rougissantes, mouillées des gouttes claires de ses diamants, elle ressemblait à une grande fleur, rose et verte, à un des nymphéas du bassin, pâmés par la chaleur. À cette heure de vision nette, toutes ses bonnes résolutions s'évanouissaient à jamais. L'ivresse du dîner remontait à sa tête,
impérieuse, victorieuse, doublée par les flammes de la serre. Elle ne songeait plus aux fraîcheurs de la nuit qui l'avaient calmée, à ces ombres murmurantes du parc dont les voix lui avaient conseillé la paix heureuse. Ses sens de femme ardente, ses caprices de femme blasée s'éveillaient. Et, au-dessus d'elle, le grand sphinx de marbre noir riait d'un rire mystérieux, comme s'il avait lu le désir enfin formulé qui galvanisait ce cœur mort, le désir longtemps fuyant, l'autre chose, vainement cherchée par René dans le bercement de sa calèche, dans la cendre fine de la nuit tombante, et que venait brusquement de lui révéler, sous la clarté crue, au milieu de ce jardin de feu, la vue de Louise et de Maxime, riant et jouant, les mains dans les mains. À ce moment, un bruit de voix sortit d'un berceau voisin, dans lequel Aristide Saccard avait conduit les sieurs Mignon et Charrier. « Non, vrai, monsieur Saccard, disait la voix grasse de celui-ci, nous ne pouvons vous racheter cela à plus de 200 francs le mètre. » Et la voix aigre de Saccard se récriait. « Mais, dans ma part, vous m'avez compté le mètre de terrain à 250 francs. » « Eh bien, écoutez, nous mettrons 225 francs. » Et les voix continuèrent, brutales, sonnant étrangement sous les palmes tombantes des massifs. Mais elles traversèrent comme un vain bruit le rêve de René, devant laquelle se dressait, avec l'appel du vertige, une jouissance inconnue, chaude de crime, plus âpre que toutes celles qu'elle avait déjà épuisées, la dernière qu'elle eut encore à boire. Elle n'était plus lasse. L'arbuste derrière lequel elle se cachait à demi était une plante maudite, un tanguin de Madagascar, aux larges feuilles de buis, aux tiges blanchâtres, dont les moindres nervures distillent un lait empoisonné. Et, à un moment, comme Louise et Maxime riaient plus haut, dans le reflet jaune, dans le coucher de soleil du petit salon, René, l'esprit perdu, la bouche sèche et irritée, prit entre ses lèvres un rameau du tanguin, qui lui venait à la hauteur des dents, et mordit une des feuilles amères.